Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour entendre notre conférencière de ce soir, Madame Marie-Josée Michel, qui est professeure d'histoire de l'art à l'Université de Paris 13 et grande spécialiste du jansénisme et qui va nous parler du jansénisme à Paris. Voilà, je lui cède tout de suite la parole. Merci Madame la Présidente. Je suis extrêmement heureuse de voir un public aussi nombreux à propos d'un sujet qui, somme toute, est extrêmement austère. J'essaierai de tenir dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire qu'avant 7 heures, la conférence sera terminée et le jeu des questions se sera très largement déroulé déjà. Alors le jansénisme et les jansénistes font partie du vocabulaire courant et en général ces deux concepts, ces deux mots sont évidemment synonymes d'austérité et de rigueur. Souvent on associe jansénisme, janséniste quand on a, je dirais, un minimum de culture, un certain nombre de personnages. On associe ces deux mots à Pascal, à Port-Royal de Paris, à Port-Royal des Champs, et puis peut-être à certaines paroisses parisiennes, quand on a une culture plus large du monde parisien. Ce qui est sûr, c'est que Paris, ville capitale, a été, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, sûrement, est le lieu quasiment de la naissance du courant, le lieu aussi du cœur du développement du jansénisme, et Paris a été enfin le théâtre de la traque, et le théâtre et le lieu refuge pour les jansénistes du XVIIIe siècle. Donc il est intéressant de se poser la question de savoir quel est le lien qui existe entre jansénisme et Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et quand on s'interroge sur cette question, sur le dossier janséniste, sur la relation entre le jansénisme et Paris, on se rend compte que d'abord le dossier est un dossier extrêmement complexe. C'est un dossier qui en a rebuté, je dirais, plus d'un, et que les historiens ont abordé très tardivement, parce que ce dossier est un dossier à la fois d'histoire religieuse, d'histoire sociale, d'histoire politique, vous verrez tout à l'heure. C'est aussi un dossier triste, un dossier tragique, même un dossier assez bouleversant certaines fois, avec donc Paris en position emblématique, au cœur de ce dossier, et encore une fois un dossier qui a été très tardivement exploré par les historiens, on le verra tout à l'heure, seulement peut-être abordé après la Seconde Guerre mondiale, voire vraiment à partir des années 70. Donc je me suis permis, vous n'aurez pas beaucoup d'images, contrairement à d'autres fois, mais je l'ai fait sciemment parce que l'histoire du jansénisme, c'est une histoire en creux, c'est l'histoire d'un grand trou, d'un grand vide, d'une grande persécution. Il n'empêche que j'ai fait figurer dans ce court PowerPoint le déroulement du plan général que nous allons pouvoir suivre, et puis vous verrez au moins 3 grandes figures emblématiques ou 3 gravures particulièrement symboliques du courant. Donc commençons peut-être par le commencement, d'autant que je sais que vous avez été pour une part d'entre vous à Port-Royal des Champs et que vous avez suivi la visite de Philippe Lehez et que vous avez vu les lieux de Port-Royal des Champs directement. Donc ce que je vais faire dans un premier temps avec vous, c'est de restituer ce que nous savons du dossier du jansénisme, qui est en fait une affaire religieuse à la fois complexe et tragique. Donc il faut rappeler que derrière ce dossier, il y a des hommes et des femmes. Il y a en fait une galerie de principaux portraits, et il y a toute une série de fondateurs.
Parmi eux, évidemment, parmi ses fondateurs et leurs cadres, il y a d'abord Jansen. Jansen, le théologien, qui naît à la fin du XVIe siècle, en 1585, qui meurt en 1639, c'est-à-dire tout à fait à la fin du règne de Louis XIII, et dont la principale caractéristique est d'être un homme de théologie. Il finit sa carrière d'ailleurs comme évêque d'Ypres. Pourquoi Jansen ? Pourquoi autant d'intérêt autour de Jansen ? Parce qu'il est l'auteur de l'Augustinius, un texte relativement court qu'il mûrit pendant toute sa vie et qui est une sorte de relecture de la pensée de saint Augustin et qui est une sorte en fait de relecture sur le thème de la nature de l'homme et du salut de l'homme. L'Augustinius est publié quelques mois après la mort de Jansen et cette œuvre met l'accent essentiellement, mais nous y reviendrons tout à l'heure, sur la concupiscence de l'homme et la nécessité que l'homme a de recevoir la grâce. C'est cet Augustinius qui va faire très vite l'objet de la fureur des jésuites et l'objet de l'extraction de 5 propositions. Donc, dans cette galerie, dans ce dossier complexe, le premier personnage, c'est sûrement Jansen, le théologien. À côté de lui, dans cette galerie, un initiateur, un prêtre, un ecclésiastique français, Jean Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, qui est en fait un très vieux compagnon d'études de Jansen. Ils ont fait toute une partie de leurs études ensemble. Ils ont même passé 8 ans à mûrir, travailler, analyser la Bible. Saint-Cyran est un homme évidemment d'une très grande piété, d'une très grande rigueur. Les deux hommes se séparent au bout d'un certain temps pour vivre des carrières dans des pays différents. Jansen, évidemment, autour de Louvain et à Louvain, alors que l'abbé de Saint-Cyran, Jean Duvergier de Oran, vit sa carrière en France. Il devient très vite un très célèbre directeur spirituel, le directeur spirituel de la famille Arnaud, mais aussi le directeur spirituel de proche en proche de beaucoup de membres de la cour et des élites de cette France des années 1630. On est dans la deuxième moitié du règne de Louis XIII. Dans cette galerie de ce dossier complexe, un troisième personnage de la génération suivante, Antoine Arnaud, que l'on pourrait qualifier de propagateur du courant. Lui aussi, comme les deux précédents, est prêtre. Lui aussi est docteur en théologie, mais il est docteur en théologie de la Sorbonne. Il est évidemment le fer de lance du clan de la famille Arnaud et surtout c'est celui qui, après la disparition de l'abbé de Saint-Cyran, de Jean Duvergier de Oran, c'est lui, Antoine Arnaud, qui va diffuser, propager les éléments essentiels ou les éléments les plus importants du courant, en particulier le rigorisme moral, le rigorisme sacramentaire, avec un livre, un petit livre, daté de 1643, donc seulement 3 années après l'Augustinius. Ce petit livre s'appelle « De la fréquente communion » et c'est sûrement l'un des best-sellers du XVIIe siècle. Donc, Jansen, l'initiateur, le fondateur, Saint-Cyran, le premier diffuseur, Antoine Arnaud, le premier propagandiste, une femme dans cette galerie, Angélique Arnaud, qui va donner au courant une épaisseur matérielle et une épaisseur monastique et religieuse, puisqu'Angélique Arnaud est abbesse de cette petite abbaye de Port-Royal des Champs, petite abbaye cistercienne, et à l'issue d'une sorte de conversion intérieure, à l'âge de 18 ans, elle va vouloir introduire les principes de la réforme catholique à Port-Royal des Champs, en s'appuyant justement sur la direction spirituelle
de Saint-Cyran qui va profondément la marquer. Donc Angélique fait partie de cette galerie de fondateurs et elle va donner l'épaisseur et l'enracinement territorial au courant. Dans la galerie aussi, évidemment, Blaise Pascal, le polémiste, qui vit de 1623 à 1662. Évidemment, on le connaît en tant que brillant mathématicien, on le connaît en tant que physicien, que surdoué, mais, alors ce qui me fait penser d'ailleurs au passage que j'ai tout faux, j'aurais dû vous présenter, mais je vais le faire maintenant, je vais rattraper les choses, au moins que vous ayez une idée de Janssen, représenté à l'âge de ses 53 ans, de l'abbé de Saint-Cyran, et puis de cette épaisseur territoriale de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Donc pour revenir à Blaise Pascal, c'est non pas le mathématicien et le physicien dont il est question ici, ou le surdoué, mais c'est l'homme dont la sœur est religieuse à Port-Royal. Et l'accroche de Pascal avec le mouvement janséniste se fait par l'intermédiaire de sa sœur religieuse à Port-Royal et par l'intermédiaire de Singlin, qui est le successeur des directeurs spirituels. Après Saint-Cyran, Antoine Arnauld vient Singlin dans le même courant, dans le même droit fil, et Singlin sera et est le directeur spirituel de Pascal, et c'est par ce canal qu'on peut comprendre pourquoi ensuite Blaise Pascal s'engage dans la polémique et pourquoi il produit les célèbres provinciales. Dans la galerie de portraits, enfin, une génération après, celui que nous pourrions qualifier entre guillemets de rénovateur, Pasquier-Quesnel. Pasquier-Quesnel vit de 1634 à 1719, c'est un oratorien, et Pasquier-Quesnel va entreprendre un autre travail de fond. Il publie en 1693 le Nouveau Testament en français avec des réflexions morales. C'est une sorte de dépassement de la théologie de l'Augustinus. C'est une nouvelle présentation de la Bible, et l'accent est mis cette fois-ci sur le fait que la foi et la définition de la foi appartient au corps entier de l'Église. Donc Pasquier-Quesnel va jouer un rôle très important dans la mesure où il se cale, il se fonde sur la pensée de Janssen, de Saint-Cyran, mais il apporte des interprétations et des variations qui sont plus proches de l'esprit du XVIIIe siècle. Et c'est de ce Nouveau Testament, avec des réflexions morales, qu'au début du XVIIIe siècle seront extraits non pas 5 propositions, comme de l'Augustinus de Janssen, mais 101 propositions qui vont être ensuite recueillies et qui vont servir de flèche à la persécution. Donc voilà la galerie de portraits des gens qui, dans ce dossier extrêmement complexe, sont à mettre en avant. Ils interviennent dans un décor qui est un décor relativement stable et relativement limité, qui est le décor de Port-Royal des Champs et le décor de Paris. L'abbaye de Port-Royal des Champs, je n'y reviens pas. Vous avez compris que dès les années 1630-1640, autour de Mère Angélique Arnauld, se regroupent des religieuses qui vivent la réforme monastique dans un certain état d'esprit qui a été dicté par l'esprit de Janssen et par l'esprit de Saint-Cyran. Ensuite, le site, comme vous avez dû le découvrir en allant à Port-Royal, est abandonné pour cause d'insalubrité de 1625 à 1637, puis il est réutilisé par les membres du courant
mais cette fois-ci, non plus tout de suite par les religieuses, mais par des sortes de moines laïcs, les solitaires, puis à nouveau par des religieux jusqu'en 1709, et puis la démolition du site en 1711. Donc Port-Royal des Champs, dans cette histoire, dans ce dossier complexe, est le lieu emblématique par excellence du jansénisme français. L'autre lieu, bien sûr, c'est Paris. C'est Paris parce que Paris est, à cause de la Sorbonne, le lieu de tous les grands débats théologiques, évidemment, depuis le Moyen-Âge, et aussi parce que Paris est, autour de la Sorbonne, le lieu de rassemblement des collèges et donc de tous les grands débats. Paris aussi parce que Paris est le théâtre et le lieu d'installation de Port-Royal de Paris, qui est une sorte d'annexe de Port-Royal des Champs, installé en 1638, et où se retrouvent les religieux jansénistes, mais aussi leur directeur spirituel, Singlin, la famille Arnaud, et puis, bien sûr, toute une série de belles amies de Port-Royal qui vont trouver beaucoup plus commode de se rendre à Port-Royal de Paris qu'à Port-Royal des Champs, et qui vont même vouloir y résider et y finir leur jour. Paris, enfin, parce que, ensuite, au XVIIIe siècle, Paris va devenir le lieu de l'émergence du mouvement convulsionnaire qui se fonde et qui s'enracine dans la pensée de Jansen, de Saint-Cyran, de Port-Royal et la mémoire de toutes ces personnalités. Donc le dossier est complexe, mais il est fondé sur une galerie de portraits et il est fondé déjà sur au moins 2 lieux qui sont particulièrement faciles à identifier et qui sont emblématiques, qui sont Port-Royal des Champs et qui sont Paris dans son intégralité. Alors de quoi se compose ce dossier et qu'est-ce qui fait en fait la spécificité du jansénisme français? C'est probablement une conception assez particulière, assez spécifique et assez originale à la fois de Dieu, de l'homme et du monde. L'homme est, comme je vous le disais tout à l'heure quand on a évoqué le personnage de Jansen, l'homme est considéré par Jansen comme quelqu'un qui est irrémédiablement attiré vers le mal. À partir de la faute originelle, l'homme et la femme sont des êtres concupiscents, c'est-à-dire des êtres qui, en dépit de toute leur bonne volonté, descendent irrémédiablement vers la faute, parce que l'homme et la femme sont déchus. Et ils vivent, du coup, ballottés par leurs sens, qui ne sont pas doués de raison, ni surtout doués de grâce. Donc, pour Jansen, comme pour Saint-Cyran, comme pour Mère Angélique Arnaud et d'autres, seule l'intervention de Dieu et seule une double grâce donnée par Dieu, par le baptême, qui est le préalable, peut permettre à l'homme ou à la femme d'évoluer dans une autre direction et d'avoir d'autres postures. Mais toutefois, le salut n'est pas garanti. Il ne suffit pas d'avoir le baptême, il ne suffit pas d'avoir une double grâce, mais il est éminemment prudent, indispensable, normal, logique, de vivre dans une sorte d'ascèse et de rigueur tout au long de sa vie, pour non seulement mériter la grâce divine, mais avoir une sorte d'option sur le salut. Voilà donc la conception que les jansénistes ont de l'homme. La conception qu'ils ont de Dieu, au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est une conception qui est assez classique dans la France de l'Ancien Régime et dans l'Europe de l'Ancien Régime. C'est la conception selon laquelle Dieu est en fait un être passionné, mais aussi un être rigoureux. Dieu, pour les jansénistes, est avant tout un Dieu qui est passionné par ses créatures, qui les suit au quotidien et qui attend une relation qui soit une relation
complète, qui soit une relation totale et qui soit une véritable relation d'intériorité et non pas une relation de consommateur ou d'utilisateur. Ce Dieu qui est passionné, qui attend beaucoup de la nature humaine et de la créature humaine, est en même temps exigeant. Et il est capable, pensent les jansénistes, d'éprouver. Je peux par exemple vous citer ce petit extrait des mémoires de Pierre Thomas du Fossé. Pierre Thomas du Fossé fait partie des solitaires de Port-Royal, et Pierre Thomas du Fossé explique qu'il est convaincu que la grande crise de 1693 a été en fait voulue par Dieu et qu'elle est une sanction de la colère divine devant l'inconstance des hommes. Je vous cite Pierre Thomas du Fossé, dans cette langue du XVIIe siècle que nous connaissons bien, il dit « C'est de sa main, irritée contre nos péchés, que partent tous les fléaux différents qui nous affligent. » Et du coup, cette société janséniste, même les solitaires, vivent à la fois dans la passion de Dieu, mais en même temps dans la crainte de Dieu. Si je vous cite Nicolas Fontaine, qui est aussi un autre solitaire et qui finit sa vie à Port-Royal, Nicolas Fontaine, dans ses mémoires, explique bien comment se comportent les solitaires à Port-Royal et comment ils vivent Dieu et comment ils le voient. Il dit que les solitaires, je cite Nicolas Fontaine, donc lui et tous les solitaires, puisqu'il en fait partie, ne paraissaient à l'église, dans l'abbatiale, ne paraissaient, je cite, qu'avec un tremblement qui faisait voir qu'ils étaient saisis de frayeur de la majesté de celui devant lequel ils se présentaient. Donc voilà une partie du dossier de ce jansénisme, voilà la conception que ces hommes et ces femmes ont de l'homme, de la femme, la conception qu'ils ont de Dieu. Et ils ont aussi une conception du coup qui logiquement découle de ces deux propositions. Le monde dans lequel ils vivent, ce monde du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, ce monde de la Terre est donc du coup un monde assez dangereux. C'est pour eux le théâtre de tous les vices, c'est même la demeure du diable. Je cite toujours Nicolas Fontaine, parlant de Paris, de la ville de Paris, il dit « Dans cette ville, le diable se promène, toujours plus que dans les champs. » Et Mère Angélique Arnauld, dans une lettre de mars 1637, dit évidemment qu'il faut se méfier du monde. Je la cite, « Le monde se corrompant toujours davantage, nous sommes obligés de nous en séparer toujours davantage. » Voilà donc les éléments du dossier. Voilà quelques-uns des hommes, des femmes, voilà ce qui est le cœur de leur pensée, voilà leur vision du monde. Ce qu'ils vont vivre, en fait, c'est une histoire à la fois brève et tragique. Une histoire brève et tragique qui commence par une période de 29 ans, à peine 30 ans. Une histoire qui commence en 1640 jusqu'en 1669, où se constitue une sorte de premier cercle autour de Port-Royal-des-Champs, autour de Saint-Cyran, autour de quelques curés parisiens qui sont essentiellement dans les paroisses de Saint-André-des-Arts, de Saint-Benoît, de Saint-Roch, de Saint-Méry. Et ces paroisses sont les accroches du jansénisme parce qu'elles ont pour curés à ce moment-là de jeunes curés qui sont des docteurs en théologie et qui sont entrés dans le moule de la pensée augustinienne et qui se retrouvent donc dans la pensée de Jansen et dans la pensée de Saint-Cyran. Et puis autour de ce premier cercle, de ce noyau dur, nous sommes entre 1640 et 1669, autour de ce premier cercle, un second cercle de laïcs avec des avocats généraux
et des belles amies de Port-Royal qui gravitent tout autour. Et puis, le monde de Port-Royal des Champs et des amis. Tous ces gens-là se nourrissent, réfléchissent, pensent, à partir de l'Augustinus, à partir de la fréquente communion, et à partir de ces modèles vivants que sont Saint-Cyran et les religieuses de Port-Royal et les solitaires qui gravitent autour. Et donc, dès cette période de 1640 à 1669, et la royauté et la papauté réalisent qu'il émerge là un microcosme, une micro-société singulière et qui présente un danger, et que finalement cette micro-société, il faut essayer de la cadrer, en tous les cas de mettre en avant toute une série de garde-fous, et c'est la mise en place, c'est l'extraction des 5 propositions d'Augustinus, c'est la condamnation de ces 5 propositions par une première bulle dès 1653, et l'obligation pour le clergé français de signer un formulaire qui condamne les 5 propositions extraites de l'Augustinus, et on est en 1656. Donc vous voyez, c'est un microcosme qui, en moins de 29 ans, en moins d'une génération, a réussi déjà à cristalliser contre lui une partie des autorités publiques et des autorités religieuses. Et puis, cette histoire, qui est une histoire brève, une histoire tragique, elle connaît un deuxième temps, de 1669 à 1679. On est là, au tout début, dans la première phase du règne de Louis XIV, et là, c'est une période bénie pour le courant, c'est une période de répit. Entre 1669 et 1679, Louis XIV tire l'ensemble des énergies du royaume et de l'État sur une politique extérieure très brillante et sur la politique d'extension des frontières. Par conséquent, Louis XIV considère qu'il est absolument urgent de mobiliser tous les moyens et toutes les forces au service de cette politique extérieure, et donc il se désengage des problèmes d'unité religieuse à l'intérieur du royaume, et donc entre 1669 et 1679, on entre dans une période de paix de l'Église. C'est-à-dire que le roi décide de laisser sous silence la question du jansénisme, ce qui va permettre à la fois à Port-Royal de Paris et à Port-Royal des Champs de connaître leur véritable heure de gloire. C'est une période où les 2 monastères vont devenir des hauts lieux à la mode, vers lesquels vont converger pratiquement toute une partie des élites. C'est la période de la grande bousculade, c'est la période où de multiples carrosses se précipitent. On dit qu'il y a presque des embouteillages sur la route qui conduit à Port-Royal des Champs, des embouteillages de carrosses, parce qu'en fait, tout le monde veut se rendre sur place et vivre ce que vivent les religieuses de Port-Royal. Donc c'est un grand moment pour Port-Royal de Paris, un grand moment pour Port-Royal des Champs, mais c'est aussi un grand moment pour le jansénisme à Paris, à partir des paroisses Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Saint-Méry, mais aussi c'est le début de la prolifération du mouvement dans certaines villes de province, en particulier Rouen, Orléans, Angers, Nantes, essentiellement d'ailleurs des villes de France du Nord, et puis plus à la marge, Toulouse, Grenoble, Alais, Pamiers. C'est, je dirais, l'heure de gloire apparente de ce microcosme entre 1669 et 1679. On est à ce moment-là, juste avant l'installation de Louis XIV à Versailles, et on est juste avant, je dirais, la formidable expansion territoriale du royaume de France suite aux guerres de Louis XIV. On entre dans un troisième temps, de 1679 à 1709, et là on entre dans la période de reprise de la persécution du courant, mais qui va déclencher une véritable prolifération. Comme toujours, tout mouvement
persécutés génèrent une attraction, une attention particulière, et c'est ce qui va se passer. Entre 1679 et 1709, toute une série de coups sont à nouveau portés contre le courant. Cette fois-ci, ça n'est plus autour de la thématique de l'Augustinius et des 5 propositions, mais c'est autour des fameuses 101 propositions de Pasquier-Quesnel dont je vous parlais tout à l'heure, avec une bulle de 1705 qui condamne au silence sur la théologie du salut, donc qui a pour objectif de faire taire toutes les publications qui pourraient revenir et redéfinir la théologie du salut. 1705 aussi, c'est l'arrestation à l'étranger de Pasquier-Quesnel. Et puis, parmi les coups qui sont portés au courant, il y a bien sûr, en 1709, la dispersion des religieuses de Port-Royal, puis en 1711, le démantèlement, pierre par pierre, de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Mais en dépit de ces coups très durs qui sont portés au tout début du XVIIIe siècle, à l'initiative de Rome, à l'initiative de Louis XIV, en dépit de ces coups qui sont extrêmement durs, le courant prolifère, et il prolifère inexorablement en tache d'huile à partir de toute une série de curés jansénistes parisiens, particulièrement cette fois-ci autour de Saint-Étienne-du-Mont, de Saint-Séverin, et aussi à partir de toute une littérature janséniste. On en arrive au 4e et au dernier temps de cette histoire brève et de cette histoire tragique. C'est la période 1709-1789. Au cours de cette période, en fait, il y a une véritable focalisation et du roi de France et de Rome, une focalisation sur les 101 propositions, avec donc une bulle, la bulle Unigenitus de 1713. Cette bulle Unigenitus condamne l'essentiel des 101 propositions, et dans la mesure où cette bulle est enregistrée, elle prend force de loi. Donc normalement, le courant devrait disparaître complètement, et c'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse qui se produit parce qu'en fait, le microcosme janséniste a tellement convaincu toute une partie des vicaires, des prêtres, des curés, parce que, je dirais, les ecclésiastiques jansénistes sont à la fois des grands théologiens et en même temps des gens qui mènent une pastorale exemplaire. C'est l'effet inverse qui se produit, et donc apparaissent toute une série de convulsions à l'intérieur du clergé régulier et du clergé séculier français sous forme de toute une série d'appels de 1717 à 1732, appels à la convocation d'un concile qui reviendrait sur la bulle Unigenitus, c'est-à-dire qui reviendrait sur la décision de Rome de condamner les 101 propositions extraites des réflexions morales de Pasquier-Quesnel. Donc, en théorie, le dossier du jansénisme français est clos, puisque, normalement, le jansénisme est condamné. Il n'empêche qu'au moment où il est condamné, c'est le moment où il a le plus d'émules, puisque une grande partie du clergé français, au moins 10 à 15% des membres les plus brillants et les plus gradués, se sont engagés derrière le jansénisme. Voilà pour la présentation de ce dossier. J'y ai passé du temps, mais je pense que cette remise en perspective était indispensable pour que vous puissiez comprendre la place de Paris et pourquoi, en fait, les historiens ont eu tellement de mal à y voir clair dans ce dossier et à l'interpréter. Donc, dans un deuxième temps, ce que nous allons voir maintenant, c'est plus particulièrement la place de Paris et du quartier latin dans l'aventure du jansénisme, cette aventure qui, finalement, ne dure que de 1640, en théorie, au plus, jusqu'en 1713, et sa condamnation, voire en 1789. En fait, Paris a été, et le quartier latin, vous l'avez compris, ont été d'abord le lieu de la naissance et le lieu du premier essor entre 1600
1640 et 1669. Bien sûr, il y a Port-Royal des Champs, qui est le lieu de la grande expérimentation des religieuses autour d'Angélique Arnauld, mais le cœur du développement se fait autour des docteurs de théologie de la Sorbonne et autour de toutes ces discussions de jansénistes qui se font au quartier latin. Vous voyez aussi qu'à partir de 1638, on l'a dit tout à l'heure, à partir de 1638, Port-Royal de Paris devient le lieu le plus commode du rassemblement des premiers convertis, qui sont en fait dirigés soit par Saint-Cyran, soit par Saint-Glin, soit par le maître de Sacy. Et puis, il y a, pendant cette période de 1640 à 1669, le rôle pionnier de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Pourquoi ? Parce que Saint-Jacques-du-Haut-Pas est le lieu où est enterrée une partie de la dépouille de l'abbé de Saint-Cyran, mais aussi parce qu'à Saint-Jacques-du-Haut-Pas est en poste Louis Marcel, qui est un grand curé janséniste, et qui va non seulement infléchir la pastorale de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, mais qui va aussi donner une touche très particulière au projet de construction de l'église, avec la volonté d'avoir un bâtiment qui sera très austère et tout à fait dans le droit fil de l'inspiration du jansénisme. Donc, Paris, c'est dès le début le lieu de naissance et le lieu du premier essor. Paris, ensuite, devient le point de départ de l'origine géographique du développement. C'est à partir des collèges et des séminaires parisiens, particulièrement du séminaire Saint-Magloire, particulièrement du collège Sainte-Barbe, particulièrement du séminaire des Génovéfins, qui se trouvent les fameux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève. C'est à partir de ces collèges que sont formés toute une partie du futur clergé janséniste français. C'est aussi le point de départ de la diffusion et du développement, parce que les paroisses parisiennes, quelques-unes d'entre elles au moins, vont fonctionner comme de véritables laboratoires d'expérimentation du jansénisme. Les quelques paroisses jansénistes du second XVIIe siècle vont toutes fonctionner sur le même modèle, avec un certain schéma type, avec au point de départ la mise en place d'une double équipe de laïcs et de clercs qui vont fonctionner en synergie et qui vont avoir comme objectif de remettre en ordre complètement la vie matérielle de la paroisse, en créant des archives, en créant une comptabilité, en montant des budgets, en entretenant les bâtiments, et en même temps, ces équipes doubles de laïcs et de clercs vont opérer une véritable remise en mouvement de la vie spirituelle, avec un souci très poussé en matière de catéchèse, en matière de charité, en matière d'étude de la Bible, de lisibilité de la messe. Donc toute une série d'éléments qui vont être très forts d'une pastorale janséniste que l'on voit très nettement à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Saint-André-des-Arts, à Saint-Étienne-du-Mont, à Saint-Médard, essentiellement, vous voyez, au-delà du petit cercle de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, essentiellement sur la rive gauche. Donc, Paris, c'est le lieu, en fait, de la naissance du jansénisme. C'est le lieu qui va permettre la diffusion du mouvement, parce que c'est là où sont formés les principaux jansénistes. Et enfin, Paris va rester, entre guillemets, fidèle à la suite de l'histoire du jansénisme, puisque Paris va être le cœur du repliement au temps de la persécution entre 1730 et, je dirais, le début du XIXe siècle. Au moment où le mouvement est condamné, le mouvement se replie, c'est à Paris qu'ont lieu les seules grandes manifestations de convulsionnaires. Je sais que vous irez sur le site du cimetière Saint-Médard, c'est le cimetière Saint-Médard avec la tombe de Paris, c'est le cimetière de Saint-Séverin, mais c'est aussi le lieu de maisons particulières où sont donnés des secours dans le cadre des convulsions jansénistes.
Paris, c'est au moment aussi de la persécution le lieu des grands cortèges funèbres de héros jansénistes. En effet, au fur et à mesure que meurent les derniers ecclésiastiques jansénistes au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, chaque inhumation est l'occasion d'un grand déploiement de force. Les gens se bousculent dans Paris pour se rendre à l'inhumation de tel ou tel prêtre janséniste, pour s'arracher telle ou telle relique et évidemment le garder ensuite par-devers soi. Et puis surtout, au cours du second XVIIIe siècle, Paris, bien que le mouvement soit complètement asphyxié de partout, c'est le lieu refuge. Quel endroit plus facile et plus merveilleux, en fait, pour se cacher que Paris. Et donc, toute une série de caches vont se situer là et vont donner et permettre aux ecclésiastiques jansénistes de province de se réfugier et de se terrer alors que le mouvement est définitivement condamné. Donc, il est clair, dans un deuxième temps, que Paris a été de bout en bout, de la naissance jusqu'à la fin du mouvement, le lieu existentiel de ce courant très particulier. La province n'a toujours été, je dirais, qu'associée au processus, et elle n'a été associée qu'à l'occasion de la venue d'un ecclésiastique formé dans les séminaires jansénistes ou dans les paroisses jansénistes, et donc à chaque fois, en province, il ne s'est agi que de greffe. On en arrive au dernier temps. Pourquoi ce dossier du jansénisme associé si fort à Paris, pourquoi ce dossier a-t-il été, je dirais, si longtemps boudé et méconnu des historiens? Il a été boudé par les historiens, d'abord parce qu'en fait, ça a été pendant très longtemps un dossier extraordinairement explosif et extraordinairement compliqué. Le jansénisme, au XVIIe et au XVIIIe siècle, dès sa naissance, a fait l'objet d'une double relecture mythologique et mythique. C'est-à-dire qu'à chaud, les jansénistes d'un côté et les jésuites de l'autre ont monté un discours, ont publié, ont fait dessiner ou graver toute une série de documents. Les uns, en l'occurrence les jésuites, les uns ont voulu présenter à chaud le mouvement comme un mouvement monstrueux, un mouvement monstrueux sur le plan spirituel, avec des chefs orgueilleux, dissimulateurs, des membres vils, couards, faux, opiniâtres. Je ne fais que vous donner quelques citations pour que vous ayez une idée de la tonalité. Et les jésuites, évidemment, présentaient le jansénisme comme une hydre, un monstre qui crache son venin. À l'inverse, les jansénistes, eux, très vite à chaud, ont réagi en démultipliant le nombre des ouvrages et des textes pour expliquer qu'ils étaient des saints absolument persécutés. Donc je n'entre pas dans le détail des auteurs et des titres, mais il y a au moins une cinquantaine d'ouvrages à chaud, et du côté des jésuites et du côté des jansénistes, et des centaines de gravures qui sont des gravures polémiques qui sortent à ce moment-là, le tout relayé même au XVIIIe siècle par le journal des Nouvelles Ecclésiastiques. Alors, donc, ce dossier est, je dirais, inextricable. À chaud, il est complètement inextricable, puisqu'on ne sait en fait qui croire. Sont-ils des saints? Sont-ils des monstres? Il est impossible donc de démêler les chevaux au XVIIe, au XVIIIe et même au début du XIXe siècle. Alors, le problème se pose ensuite au XIXe et au début du XXe siècle, dans la mesure où, au lieu que le dossier retombe dans l'oubli, ce dossier va cristalliser et focaliser toute une série de centres d'intérêt. D'abord, le centre, ça a été le centre d'intérêt de toute une partie de grands auteurs. Vous allez tout de suite voir ce à quoi je fais allusion. Stendhal,
Sainte-Beuve, pour ne citer que, Monterland, se sont tous inspirés du dossier du jansénisme pour soit croquer certains de leurs personnages. Stendhal dans Le Rouge et le Noir, si vous relisez, vous verrez le curé de Verrières, l'abbé Chélan, c'est un curé janséniste. Vous verrez que le directeur du séminaire de Besançon, où Julien Sorel arrive après avoir renoncé à Madame de Rênal, l'abbé Pirard, le directeur du séminaire de Besançon, c'est parfaitement un ecclésiastique janséniste. Donc Stendhal fait revivre l'imaginaire janséniste au XIXe. Sainte-Beuve, bon, ça va de soi, avec cette fresque romantique entière consacrée à Port-Royal, et je dirais jusqu'en 1954, avec Monterland et avec la fameuse pièce Port-Royal. Dans sa préface, d'ailleurs, Monterland dit « Les jansénistes sont des frères et des sœurs pour les Européens d'aujourd'hui par leurs récentes expériences et de la peur et de la souffrance. » Donc il y a une véritable fascination du monde de la littérature pour Port-Royal au XIXe et je dirais jusque dans les années 1950. Alors non seulement la littérature s'empare du dossier et je dirais brouille le démêlage de l'écheveau, mais en plus le clergé, le haut clergé catholique français du XIXe et du XXe siècle, du premier XXe siècle, multiplie les ouvrages pour expliquer que le dossier du jansénisme, c'est en fait un dossier diabolique. C'est-à-dire mettre en garde, alors je pourrais vous citer Jules Paquier, professeur à l'Institut d'études catholiques de Paris, je pourrais vous citer Fuzel, archevêque de Rouen. Ces hommes, à la fin du XIXe, au début du XXe, font une présentation extrêmement polémique du jansénisme français, jusque et y compris d'ailleurs l'abbé Brémond, dans son histoire littéraire du sentiment religieux en France, l'abbé Brémond dit, je le cite, « Le jansénisme a tari pour longtemps la sèvre mystique de notre pays en développant, en organisant, en éternisant chez nous cet intellectualisme sectaire auquel notre tempérament national répugne si peu. » Même les hommes politiques du XIXe et du XXe siècle vont s'emparer du dossier janséniste. Les républicains, qui ont tellement de mal à mettre sur orbite la Troisième République après 1870, vont prendre le parti, en formant les jeunes citoyens, dans les manuels de l'école primaire et de l'école secondaire, les républicains donc vont injecter dans les manuels scolaires, on a fait toutes les études là-dessus et maintenant on le sait très nettement, ces républicains dans les manuels scolaires vont faire une place particulière au dossier janséniste. Par exemple, Huby, dans son manuel sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, publié chez Delagrave en 1928, et tous les petits bouquins Lavis font une présentation particulière du jansénisme. Je cite Huby, « Le jansénisme était apparu comme un essai de protestation permanente de ceux qui ne voulaient pas plier comme une attitude politique autant que religieuse. L'opinion oublia vite l'Augustinus et le formulaire, on ne vit plus dans la résistance janséniste qu'une forme de la liberté de penser, une arme contre le pouvoir absolu. » Donc pour les républicains de la Troisième République, et donc soit de la fin du XIXe, soit du début du XXe siècle, le jansénisme est la preuve par A plus B des limites, et je dirais de l'opprobre qu'il faut jeter sur la monarchie et sur évidemment le royalisme en général. Il ne faut pas revenir au royalisme, la preuve que le dossier janséniste en est le plus bel élément. Donc en fait, les historiens ne se sont pas mêlés de ce dossier. Ils n'ont commencé à s'en occuper que dans les années 1954-1955. Par avant, ils ont commencé très prudemment par essayer de regarder, de comprendre ce qui se passait dans ce fatras, dans ces mythes, dans ces images déformées de monstres, d'hydres, de saints. On a fait, puisque j'en suis, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a essayé d'abord de restituer la chronologie du mouvement. Ensuite, on a essayé de faire l'inventaire des sources.
Alors quand je dis on, il faut évoquer le père Césins en Belgique, il faut évoquer Jean Orsibal, il faut évoquer Louis Cogniet, qui sont les pionniers. Et puis les grandes questions de problématiques ont été posées, en particulier par Pierre Chonu, en particulier par Jean Delumeau, et sont sorties toute une série d'études à partir des années 80, des morceaux d'études, mais pas seulement venant d'historiens français, mais venant d'historiens du monde entier, de France, avec Catherine Maire, avec Monique Cotteret, moi-même, des États-Unis, avec Del Van Cley, d'Italie, avec Madame Alimento, d'Irlande, d'Angleterre, avec des approches qui n'étaient plus théologiques, mais qui étaient des approches d'histoire économique, d'histoire politique, d'histoire socio-économique et même d'histoire globale. Alors, ce à quoi nous arrivons, c'est que probablement, ce courant, c'est une réponse des élites laïques et des élites cléricales catholiques françaises. C'est une réponse et c'est un rejet d'une certaine construction et reconstruction de l'État, du régime politique et d'une certaine reconstruction aussi de l'Église catholique à partir de Rome et avec une très forte connotation baroque et une très forte influence jésuite. Probablement que c'est cette réponse des élites laïques et cléricales qui fait l'originalité du dossier du jansénisme français. Mais vous voyez à quel point Paris et particulièrement le quartier latin ont joué dans cette aventure un véritable rôle pivot et ont été en tous les cas la base logistique essentielle de ce courant très compliqué, très dramatique, et dont nous continuons de parler encore jusqu'à ce jour. Voilà, je vous remercie. Il va de soi que je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Et si Madame la Présidente m'autorise à garder le micro. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre quel est le lien qu'il y a entre le jansénisme et le gallicanisme? Et le gallicanisme, oui. Alors, ce sont deux choses très différentes. Le jansénisme est avant tout un courant théologique et un courant pastoral. Le gallicanisme, c'est une propension du clergé français à mettre une distance par rapport à Rome. Donc, au cours du second XVIIe et pendant toute une partie du XVIIIe siècle, la tendance gallicane du clergé français, dans sa distanciation par rapport à Rome, s'est retrouvée solidaire du courant janséniste. Ce sont deux entités différentes, mais ce sont deux entités qui se sont retrouvées alliées pendant toute une période. Et puis quand le jansénisme a été définitivement, entre guillemets, oxy, les gallicans, au XIXe siècle, se sont bien sûr disjoints quand le jansénisme a été condamné définitivement par Rome. Voilà. Donc, il n'y a pas identité, il y a alliance. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez nous préciser les convulsionnaires Alors, en fait, c'est un mouvement qui s'enracine dans le courant janséniste, qui apparaît dès la mort du diacre Paris. C'est une partie des jansénistes, pas tous. Bon, il y a une partie des jansénistes qui vont se cacher, il y a une partie qui part en exil, et il y a une partie des jansénistes qui reste, je dirais, très intellectuelle et très rationnelle, mais il y a dans le courant à peu près un tiers du mouvement qui entre en fascination avec un certain nombre de derniers jansénistes qui ont disparu. Et survient
particulièrement sur la tombe du diacre Paris, qui était un diacre de Saint-Médard et qui était un janséniste célèbre et connu, toute une série de convulsions. C'est-à-dire des phénomènes qui sont des phénomènes, oui, enfin on peut les appeler hystériques, particuliers. Et là, à l'intérieur du courant, certains condamnent le mouvement convulsionnaire, et ce mouvement déborde très largement le XVIIIe siècle et continue de courir jusqu'au premier XIXe. Donc c'est l'un des faisceaux du mouvement. Mais voilà, il y a un lien, si vous voulez, de généalogie. C'est une sorte de perversion. Moi, je refuse, comme tous les historiens, de porter un jugement. Je ne dis pas que c'est une perversion, je dis que c'est une mutation, plutôt. C'est une mutation du courant. Monsieur ? Est-ce qu'il y a un enracinement populaire du jansénisme ou est-ce que c'est un mouvement plutôt cantonné dans les élites ? C'est une très belle question. Alors, je vais vous répondre deux choses. Dans un premier temps, c'est-à-dire au temps de Louis XIII et au cours de la première moitié du règne de Louis XIV, le mouvement janséniste est essentiellement un phénomène d'élite, c'est-à-dire de gens qui savent lire, écrire, compter, qui ont des livres de raison, des livres d'heures. C'est un phénomène d'intellectuels et c'est un phénomène qui relève des élites, qui sont en prise avec des directeurs spirituels, qui sont capables de leur expliquer qu'on ne joue pas avec Dieu et qu'il faut mener une vie austère et rigoureuse. Mais à partir du moment où les docteurs en théologie deviennent jansénistes, deviennent curés de paroisse, et font ce travail de labour que je vous ai décrit tout à l'heure dans la seconde moitié du XVIIe siècle, alors c'est les catégories les plus modestes qui sont embarquées dans l'admiration pour ces hommes qui ont une manière de vivre leur pastorale qui est particulièrement convaincante, je dirais, et digne. Et donc, au XVIIIe siècle, au cours du premier XVIIIe siècle, pratiquement toutes les paroisses qui sont tenues par des curés jansénistes, ces paroisses, même les gens les plus modestes et les illettrés, suivent et ont une vénération très forte pour leur clergé janséniste. La preuve, lorsque Pierre Blondel, qui est curé janséniste de Saint-Étienne-du-Mont, est déplacé, lorsque son successeur arrive, c'est toute l'assistance qui sort, y compris des gens qui sont complètement analphabètes. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu une expansion en tache d'huile. Monsieur ? Qu'est devenu le jansénisme hors de France ? Alors là, c'est très compliqué. Le jansénisme, c'est pour l'essentiel un phénomène franco-français. C'est la conjonction très particulière de l'amalgame entre Rome et l'État, et donc Rome et la monarchie absolue française. Donc le jansénisme ne s'est développé qu'à la marge, très peu en Irlande, pas du tout en Angleterre, un peu aux Provinces-Unies, un tout petit peu en Italie du Nord, et pour des périodes qui sont beaucoup plus courtes. Et alors aux Provinces-Unies, parce qu'évidemment les Provinces-Unies vont être au XVIIIe et au premier XIXe siècle le lieu de refuge des jansénistes qui risquent l'exil et qui partent en exil. Voilà. Donc c'est essentiellement un phénomène franco-français. Il n'empêche que nous sommes en ce moment en train d'essayer de voir comment fonctionne le réseau international janséniste au XVIIIe. Il n'y avait pas une revue, enfin, des libelles qui s'appelaient les Nouvelles Ecclésiastiques. Alors, les Nouvelles Ecclésiastiques, c'est une revue qui sortait tous les 15 jours, de 1728 clandestine jusqu'au XIXe siècle. Et cette revue, elle était donc diffusée à 6000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Et elle relatait la persécution des jansénistes en France, mais aussi aux marges du royaume. Voilà, donc à travers les Nouvelles Ecclésiastiques, on voit à quel point le mouvement a quand même essaimé, a eu des ramifications au-delà des strictes frontières du royaume. Alors il y a monsieur et ensuite madame. Qu'est-ce qu'on leur reprochait au fond? Qu'est-ce que le pape, qu'est-ce que le roi leur reprochait à ces Oui. Ce qu'on leur reproche,
c'est d'avoir une interprétation trop dure de la grâce, une interprétation trop dure du salut. C'est ça. La question du rigorisme, je dirais que d'autres ont voulu le rigorisme au XVIIe siècle. Mais ce qui n'est pas passé, c'est le fait qu'ils aient une conception du salut aussi exigeante et une conception du salut qui soit aussi proche de la conception des réformés. Il est là le problème. Donc en fait, quand on pose la question de la différence entre protestantisme et jansénisme, ce sont deux mondes, puisque les jansénistes restent dans l'Église, fondamentalement. Ils ne sont pas réformés, ils sont catholiques. Mais ils sont dans l'Église catholique ceux qui ont la conception du salut, la sotériologie, comme on dit, quasiment la plus proche des réformés, qu'ils soient calvinistes ou luthériens. Voilà, il est là le mal qu'on leur reproche. Non mais ça y est, vous avez répondu. Ça y est, bon. Est-ce qu'on peut dire que le jansénisme a contribué à la déchristianisation en dégoûtant les gens de trop d'austérité? Du moins, le jansénisme qui s'est poursuivi au 19e dans certaines familles très austères. J'ai entendu dire que ça avait été une des causes de la déchristianisation. Alors, c'est un grand débat. Mais moi aussi, j'étais dans une famille janséniste. Je m'en suis rendu compte après. C'est très compliqué. Vous posez là une question qui est très forte. Cette question, c'est jusqu'où l'Église catholique doit mettre la barre de l'exigence. C'est sûr que les jansénistes l'avaient placé très haut. Apparemment, Rome a trouvé que c'était trop haut. Mais dans la mesure où le jansénisme s'était infiltré en profondeur dans la formation des ecclésiastiques, toute une série de séminaires ont continué de fonctionner. Par exemple, les sermons modèles qui ont été donnés aux prêtres du 19e et du 1er 20e siècle étaient encore des sermons d'inspiration janséniste. Alors la question, c'est est-ce que l'Église catholique doit encore, au début du 20e, à la fin du 20e, au début du 21e, mettre la barre des exigences très haut? Et est-ce que mettre la barre des exigences spirituelles haut, c'est source de déchristianisation? C'est ça en fait la question que vous posez. C'est une vraie question philosophique. Les jansénistes disent oui. Voilà. Les jésuites disent non. Les jésuites disent non, il faut accompagner. Il faut accompagner les inflexions d'une société et jouer sur la casuistique. Voilà. Mais votre question et votre intervention, elle est superbe, parce qu'elle nous permet d'aller jusqu'au bout de la logique de ce dossier. Les jésuites, ce n'est pas exactement Rome. Les jésuites, c'est pas Rome. Mais les jésuites, au XVIIe, au second XVIIe et au premier XVIIIe, ont une très grande influence sur Rome, parce que vous le savez, les jésuites ont 4 vœux, et parmi les 4 vœux, il y a l'obéissance absolue au pape. Et ce sont les soldats du pape, et ils le savent. Et donc, il y a une sorte de solidarité très forte entre donc, le pape et la Société de Jésus qui explique pourquoi, cycliquement et très régulièrement, les jésuites, lorsqu'ils interviennent et lorsqu'ils plaident auprès du pape pour tel ou tel dossier, sont écoutés. Ce sont eux qui, quand est sorti par exemple Augustinus en 1640, sont eux qui ont dit « Oh là, halte là !» Il sort de Louvain et de ce qu'a écrit Jansen quelque chose qui peut être redoutable pour l'Église. Il faut arrêter ça tout de suite, il faut tuer ça dans l'œuf. D'où les 5 propositions. Et Rome n'a pas continué à soutenir les jésuites? Non, mais vous savez que l'expulsion des jésuites, elle n'a duré qu'un temps, elle n'a duré qu'une vingtaine d'années. Et en fait, au XIXe siècle, les jésuites ont été réinstallés absolument partout. Et donc, si vous voulez, sur la longue durée, les jansénistes ont perdu et les jésuites ont gagné. Ça, c'est très clair. Ils ont encore perdu, les jésuites.
actuellement. Oui, c'est vrai. Quand vous vous rendez aux Fontaines à Chantilly et que vous voyez ce qu'est devenu le grand centre, enfin le lieu qui était le grand lieu de formation des jésuites de la province de France, vous voyez que ça a été cédé, que ça a été vendu, vous vous demandez si effectivement les jésuites ont eu encore au 19e, enfin au 20e et au début du 21e siècle tout l'impact que l'on pouvait attendre. Et c'est vrai que quand on voit que Port-Royal existe toujours et que les gens s'y précipitent et essaient de comprendre ce qu'il y a derrière, on se rend compte que finalement les deux camps présentent sûrement, et l'un et l'autre, des inflexions très fortes en matière de spiritualité. Et Rome doit sûrement surfer, comme on dit, entre les deux tendances. Là, on n'est plus dans l'histoire. On est dans l'histoire du temps présent. Ça, c'est chacun de vous qui répondra, pas moi.